Bienvenue dans le débat consacré à la guerre en Ukraine. Moscou et Kiev ont échangé des frappes de drones et de missiles. De nouvelles attaques russes contre des zones urbaines ukrainiennes ont fait des dizaines de blessés, notamment dans les centres-villes de Kharkiv et de Odessa. La Russie a frappé la semaine dernière l'Ukraine avec un missile balistique de portée intermédiaire. Les services secrets ukrainiens ont montré hier dimanche à un petit groupe de journalistes des fragments de ce nouveau missile balistique russe, hypersonique, dit-on, une arme qui aurait frappé une usine d'armement à Dnipro. Vladimir Poutine a présenté ce tir comme un signal aux Occidentaux et à Kiev après l'utilisation de missiles américains et britanniques par les Ukrainiens. Le conflit s'internationalise avec l'arrivée de ces troupes nord-coréennes en Russie, mais aussi de supplétifs Houthis du Yémen. Et cette déclaration de l'ancienne présidente de Taïwan qui soutient à elle que l'aide américaine à l'Ukraine est plus importante que l'aide à Taïwan. Sachez aussi que le G7 se réunit pour évoquer ce conflit. Alors avec le conflit en Ukraine, Poutine est-il en guerre contre l'Occident? Et cette guerre de plus en plus internationalisée, assiste-t-on à une escalade à 2 mois de la prise de fonction de Donald Trump? Et que prépare le futur président? Et puis quid des Européens? Doivent-ils anticiper un retrait de la présence américaine? Pas les questions que nous avons posées à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Hélène Conway. Bonsoir, vous êtes sénatrice PS, vice-présidente également de la Commission des Affaires étrangères et de Défense au Sénat. Bienvenue à vous. Merci. En face de vous, Jean-François Colossimo, bonsoir. Bonsoir. Essayiste, directeur des éditions du Cerf et puis auteur de Occident, ennemi mondial numéro 1. Et c'est aux éditions Albin Michel. Bienvenue à vous. Merci. Avec nous également le général Jean-Paul Perruche. Bonsoir, général. Merci d'être là. Ancien directeur général de l'état-major de l'Union européenne. Marie Gégaud est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde, ancienne correspondante à Moscou, également à Istanbul. Et puis nous avons notre correspondant France 24, Gulliver Crack, qui va être avec nous donc en direct de Kiev. Bonsoir Gulliver. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'abord un point en image avec Florent Rodeau. Dans ce quartier résidentiel d'Odessa, la grande ville du sud de l'Ukraine, les dégâts de la frappe russe sont impressionnants. C'est la 3e ou 4e fois que cette zone est frappée par un missile. C'est vraiment effrayant à chaque fois. À l'intérieur de l'appartement, tout tombe et les fenêtres se brisent. Après plusieurs tentatives, ces secouristes ukrainiens arrivent enfin à accéder au bâtiment. À l'intérieur, plusieurs femmes âgées, incapables d'évacuer par leurs propres moyens. Certaines sont même blessées. Odessa donc, mais aussi Kharkiv. L'objectif de Moscou est clair, saper encore un peu plus le moral d'une population civile usée par 33 longs mois de guerre. De leur côté, les forces ukrainiennes ont frappé la région russe de Koursk qu'elles occupent partiellement depuis le mois d'août. Pour Kiev, l'enjeu est immense. Il s'agit de conserver le contrôle de cette zone avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump à Washington et une éventuelle négociation avec Vladimir Poutine. Un président russe qui se veut ces derniers temps très menaçant. Recours possible à l'arme nucléaire, utilisation récente d'un missile nouvelle génération. Le chef du Kremlin veut faire savoir au monde qu'il faut le prendre au sérieux. Gulliver, une question justement. D'abord ces échanges de tirs de drones ce matin, puis cette frappe de la Russie en Ukraine avec ce missile balistique de portée intermédiaire. Est-ce que c'est l'escalade ? Alors, il faut considérer l'utilisation de ces missiles de portée intermédiaire comme une sorte d'escalade, puisque c'est un missile beaucoup plus puissant que ce que la Russie a utilisé contre l'Ukraine jusque-là, même si elle a déjà utilisé des missiles capables de porter des ogives nucléaires, sans toutefois porter des ogives nucléaires. Là, c'est un missile que je pense a pu parcourir 1000 km en 15 minutes avec on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'il y avait en termes d'ogives et si même ce missile a fait des dégâts, puisqu'il y a eu d'autres missiles qui ont frappé la même usine en même temps et les Ukrainiens ne communiquent pas sur les dégâts, mais en tout cas la possibilité, la capacité de faire des dégâts beaucoup plus importants. Et surtout, ce qui est très inquiétant pour les Ukrainiens, ils ne peuvent pas le détecter avec les radars qu'ils ont à temps, ils ne peuvent pas l'abattre avec les systèmes de défense antiaérien dont ils disposent en ce moment. Donc, de ce point de vue-là, c'est une escalade. Les frappes de l'Ukraine sur le territoire russe
avec les armes fournies par l'Occident. Vu de Kiev, ils ne les considèrent pas comme une escalade puisque la Russie, depuis longtemps, utilise des missiles longs portée pour frapper le territoire ukrainien, y compris, il y a eu des cas où ils ont utilisé des missiles fournis par exemple par la Corée du Nord. Donc pour l'Ukraine, il n'y a pas d'escalade de ce point de vue-là. Général Jean-Paul, pour revenir justement sur l'aspect un peu technique de ce missile appelé Oreshnik, c'est ça. À quoi correspond-il ce missile? Est-ce qu'effectivement c'est un tournant ou pas? D'abord, il est unique dans son genre. C'est donc un message particulier qui est envoyé à travers ce tir de missile russe qui est fait manifestement pour tirer des ogives nucléaires et qui là a été utilisé avec une ogive conventionnelle. Ce sont donc pas des missiles, j'allais dire, d'intérêt tactique. Ce sont des missiles d'intérêt stratégique pour tirer sur des cibles stratégiques. Pour dire attention, la prochaine fois, il pourrait y avoir une Alors voilà, nucléaire. le message derrière, c'est ça. Attention, vous voyez, on les a, les missiles, vous ne pouvez pas les arrêter. Et donc, si demain, on devait passer au nucléaire, vous seriez frappé comme ça. Voilà le message qui est derrière, si vous voulez. Après, Madame la sénatrice, oui, donc une espèce d'escalade, c'est ça ce que je veux dire finalement, l'utilisation de ce missile? Oui, alors c'est symbolique, comme vient de le dire le général, c'est de démontrer aussi que potentiellement il peut y avoir deux têtes ou trois, je crois, nucléaires la prochaine fois. Mais il y a quand même quelque chose qui est logique dans ce qui se passe, c'est l'arrivée de Donald Trump au pouvoir dans quelques semaines, et bien évidemment la résolution qui a été annoncée par celui-ci en 24 heures, alors ça prendra peut-être un peu plus longtemps, mais quand même, de cette guerre. Et donc, forcément, chacune des parties essaye d'être le plus fort possible, ou la plus forte possible, pour arriver à la table des négociations, tout en sachant que, de toute façon, avec Donald Trump, tout sera basé sur les transactions. Il n'aime pas les faibles. Donc, autant l'Ukraine que la Russie a bien évidemment besoin de montrer ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils sont en capacité de faire, et d'affaiblir le plus vite possible l'adversaire. On va y revenir sur l'arrivée de Donald Trump. Jean-François Colosimo, le Kremlin a une nouvelle fois parlé de cette guerre comme d'une guerre contre l'Occident. Ça rejoint un peu votre livre. Est-ce qu'il a changé de discours néanmoins, ou est-ce qu'on y martèle toujours le même? Non, c'est le même. En fait, il y a toute une opposition traditionnelle en Russie entre les occidentalistes, ceux qui voulaient l'Europe, la démocratie, et puis les slavophiles qui voulaient la russité intégrale. Donc là, il reprend un vocabulaire qui n'est pas celui, en fait, du communisme, mais comme l'idéologie communiste a disparu, cette idéologie ou ce recyclage idéologique est venu renforcer, donc, l'idée impériale, la société fermée, la société paratotalitaire, n'est-ce pas? Et donc, il faut bien un ennemi. Désigner l'ennemi, c'est essentiel. Alors, il y a cet Occident qui est couvert de tous les maux, qui est une espèce d'hydre totalement hallucinante. C'est un Occident corrompu, corrupteur, menteur, prédateur, de poids, de mesure, etc. Mais c'est aussi une façon pour lui, en désignant cet Occident qui n'a d'autre sens, en fait, que l'OTAN, l'Alliance Atlantique, parce que sinon... C'est ça l'Occident, c'est l'OTAN, oui. Jean-François Colosimo. Dans ce cas-là, précisément, oui, parce que sinon, l'Occident, c'est un mot valise, c'est un terme flou qui sert à des tas de constructions idéologiques. Donc, non, là... Mais donc, ce qui est surtout que ça lui permet aussi d'essayer de rassembler autour de lui les nations du Sud. Elles ne l'écoutent pas volontiers, elles disent pas qu'elles sont d'accord avec lui, mais cette petite musique d'une dénonciation d'un Occident qui, en quelque sorte, est le problème du monde aujourd'hui, ce serait ça le problème, n'est-ce pas? Pas Poutine, c'est cet Occident qui est le problème. Là, il y a une résonance, malgré tout, dans le Sud, oui. Et dans ce qu'il appelle il appelait le Sud global, mais maintenant il appelle plus ça le Sud global parce que, vu des neiges, si vous voulez, tu vois, les neiges du Grand Nord, vouloir incarner le Sud, c'est un peu ridicule avec l'hiver russe. Donc il appelle ça maintenant la majorité mondiale. Et cet Occident, c'est cette minorité qui, en fait, étrangle les autres et surtout prend prétexte, dans la représentation de Poutine, des droits de l'homme pour établir son injustice fondamentale. Donc les droits de l'homme ne seraient jamais que le faux-nez, en fait, d'une hégémonie délirante.
Marie Gégaud, donc minorité-majorité, vous dites, Jean-François Colosimo. Minorité occidentale versus une majorité sud-globale. Ouais, dans la représentation de Poutine. Marie Gégaud. Oui, moi je dirais que j'étais en poste à Moscou en 2014, quand tout ça a commencé, parce que ça a commencé quand même en 2014 avec l'annexion de la Crimée. Et j'étais frappée par le discours de l'entourage de Poutine, enfin des propagandistes du Kremlin que je voyais, comme M. Nikonov ou M. Karaganov, et qui m'expliquaient que, au fond, ils avaient très envie de faire la guerre, d'en découdre avec l'Occident. On sentait cette envie chez eux. Et alors ils disaient la revanche. Et vraiment, alors, il disait, ça c'était très intéressant, il disait, vous comprenez, vous, votre jeunesse, elle est avachie, elle n'a pas de valeur patriotique, elle n'ira pas combattre. Alors que nous, on aime la mort. C'était un petit peu, vous savez, comme le slogan de l'État islamique. C'est-à-dire, vous aimez la vie, mais nous, la mort ne nous fait pas peur, on aime même la mort, on est prêt. On est prêt. Voilà. Et je pense qu'ils ne sont pas sortis de cette logique guerrière, agressive, qui caractérise Poutine aujourd'hui. Général Perruche, mais est-ce que le feu vert, finalement, assez tardif de Joe Biden sur l'utilisation par l'Ukraine de missiles attaque MS en territoire russe, contre le territoire russe, est-ce que ça a changé la donne? Parce que c'est l'argument qu'utilise Vladimir Poutine dans l'utilisation justement de ces nouveaux missiles. Je dirais que ça n'est pas suffisant pour justement changer la donne et faire que le rapport de force penche du côté des Ukrainiens. Certainement pas. Mais ça permet aux Ukrainiens, d'avoir une bouffée d'oxygène sur les fronts, parce que justement, grâce à ces missiles, on peut attaquer les dépôts logistiques, tout ce qui est en deuxième rideau, si vous voulez, mais qui est indispensable pour alimenter le front, la première ligne. Et donc, c'est très important de pouvoir toucher les PC, de toucher les axes logistiques, les terrains d'aviation. Je crois qu'aujourd'hui, il y a eu encore un bombardement avec Atacom sur des terrains d'aviation dans la région du Koursk. Donc vous voyez, c'est un élément important qu'il ne faut pas négliger. Pourquoi ils utilisent aussi les Storm Shadow. Alors les Storm Shadow britanniques et probablement les Scalp français. Et on a vu qu'avec la déclaration de notre ministre, c'est une hypothèse, une option qui est tout à fait sur la table. Donc on peut aussi voir des Scalp tirés sur des cibles comme ça dans la profondeur. C'est très important et à un moment où justement l'Ukraine est en grande difficulté sur le front, on le sait, partout, puisqu'ils perdent des villages jour après jour. Et le président Biden ne veut certainement pas que les Ukrainiens craquent avant la fin de son mandat. Donc il fallait absolument les renforcer. On les renforce avec ça et avec beaucoup d'autres armes qui arrivent en ce moment sur le théâtre. Sans doute un peu tard. Est-ce qu'il y a une internationalisation tout de même encore plus grande du conflit, Hélène Conway? On parle donc des troupes nord-coréennes en Russie. On parle maintenant, ça c'est le Financial Times qui parle donc de Houthis, de supplétifs Houthis du Yémen, donc qui viennent renforcer là aussi les troupes russes. Est-ce que ça renforce encore cette idée justement d'une guerre contre l'Occident, avec en fait un axe anti-Occident contre l'Occident? Moi, ce que j'y vois, c'est finalement une Russie qui est beaucoup plus faible que ce que nous avions pu anticiper et qui a forcément aujourd'hui, au vu de l'attrition, le nombre de morts chez les militaires russes est juste abominable. Il est de combien à peu près? On parle 600 000. Alors les estimations... Oui, on dit 600 000 morts et blessés. 600 000 morts et blessés. Voilà, mais c'est absolument gigantesque. Voilà. Les Américains citent entre 600 000 et 700 000 pertes. Comparables, c'est voilà. ça le drame. Et donc il faut faire appel, bien évidemment, aujourd'hui, parce que le président Poutine s'est lancé dans cette guerre et il ne peut pas dire au moment des négociations « j'ai fait tout ça pour rien », puisqu'il était quand même dans une logique hégémonique de gagner des territoires. Et donc, si les négociations faisaient qu'il se trouvait finalement à ne pas avoir gagné grand-chose, après tous ces morts, après cette économie de guerre, parce que cette guerre coûte très très cher aussi à la Russie, ça serait terrible pour lui. Mais je voulais juste rajouter un point, si je le peux, ce qui a été dit... J'adhère parfaitement, c'est qu'aujourd'hui, cette équipe en place de Vladimir Poutine est en train de rattacher la Russie à l'Asie. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de très, très grave, parce que quand on parle, vous savez, d'un nouvel ordre mondial, mais demain, s'il devait y avoir, à cause de Taïwan ou d'une autre région, un problème entre la Chine et les États-Unis, mais la Russie serait de quel côté? Donc, ce qui se passe aujourd'hui, je crois, va bien au-delà de simplement de cette guerre, l'Occident ou pas, peut-être, mais enfin, ce qui se passe, c'est, je crois qu'il y a le court terme, c'est-à-dire la Russie qui fait appel à des alliés potentiels,
de circonstances. Comme la Chine, par exemple. Oui, la Corée du Nord, l'Iran, c'est plutôt la Corée du Nord. L'Iran, la Corée du Nord. Là, je voudrais ajouter un point à un moment, parce que je reviens d'Asie et je pourrais vous dire ce qui se passe là-bas. Les Chinois ne sont pas ravis non plus de ce rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie. Intéressant, Jean-François Colosimo, justement sur ce rapprochement entre l'Asie. Alors, effectivement, il y a la Chine, il y a la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'était la vassale de la Chine. Alors, et la Chine est en train de vassaliser la Russie avec tout l'enjeu de la Sibérie. Peut-être que Vladimir Poutine restera dans l'histoire comme l'homme qui a donné la Sibérie à la Chine, tu vois, et au lieu que de la partager avec l'Europe, qui aurait été un destin plus normal par rapport à la culture russe. Et d'avoir fait en sorte que 15 siècles plus tard, nous avons des Asiatiques qui viennent se battre sur le continent européen. Ça ne s'est pas vu depuis les 1. Oui, d'accord. Siècle. Les Nord-Coréens. Oui, les Nord-Coréens. Donc, oui, là, mais enfin... Pour l'instant, il n'y a pas de troupes chinoises. Là, la Chine, sa stratégie elle est assez simple. Il faut que la Russie soit dépendante d'elle, qu'elle soit amoindrie, mais pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas qu'elle perde tout. Mais pour y revenir tout de même une seconde, pour moi, cette histoire de livraison de missiles américains dans les derniers jours, enfin dans les derniers temps du mandat Biden, représente un côté scandaleux. Oui. Parce que trop tard, on a sous-armé l'Ukraine. Alors c'est un peu, si vous voulez, comme un type que vous avez rendu hyper diabétique, vous lui dites demain, on va vous couper les bras et les jambes, parce qu'on va accepter l'amputation du territoire. Mais alors ce soir, c'est bon, tu vois, c'est loukoum et baklava autant que tu veux, parce que de toute façon, demain, t'es mort. Non, mais je suis désolé de parler. La problématique de la co-belligérance, Jean-François Colosimo, c'était ça aussi. Oui, mais là, ça saute parce qu'il faut arriver en ordre à la table des négociations, comme vous le disiez, n'est-ce pas ? Et donc, on a quand même quelque chose là d'assez paradoxal, parce que les pertes ukrainiennes ont été aussi énormes, n'est-ce pas ? Alors, Poutine sacrifie sa jeunesse, mais il massacre aussi la jeunesse ukrainienne. Le trou démographique entre les deux pays va être abyssal, n'est-ce pas ? Et de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu le problème de la maîtrise du ciel et de la capacité d'agir en Russie. Quand Prigojine, le chef de la milice Wagner, marche sur Moscou, on voit que c'est un pouvoir très faible qui est en guerre. Chaque fois que l'Ukraine est entrée sur le sol russe, les gouverneurs demandaient à tout prix à ce que les populations civiles s'en aillent. Il n'y avait pas vraiment de résistance militaire. Là, même à Koursk, il a fallu beaucoup de temps pour que la Russie s'organise. Moi, je crois qu'on va peut-être que l'histoire jugera notre demi-mesure de manière très sévère. Ça aurait dû être plus rapide et plus fort à vous écouter. C'est ça, l'aide est toujours venue trop peu et trop tard. Et encore une fois, je suis d'accord avec ce que dit Jean-François Colosimo, c'est-à-dire que le Biden, en effet, aurait dû, les Ukrainiens demandaient depuis longtemps cette possibilité de frapper. Ils sont même allés, des conseillers de Zelensky sont allés cet été aux États-Unis pour montrer, et à Biden et à Trump d'ailleurs, les 250 cibles qu'ils comptaient toucher avec les missiles longue portée fournis par les États-Unis et par les Britanniques. C'est indispensable. Sinon, l'Ukraine ne peut pas. Malheureusement, ça vient trop tard et il n'est pas sûr que ça change vraiment la donne. Mais ce qui est sûr, c'est que ça énerve le Kremlin et les frappes qui ont été faites, 4 frappes jusqu'ici, 3 avec des attaques MS et 1 avec les Storm Shadows, on peut dire qu'elles ont eu des effets, des dégâts importants sur un centre de commandement russe, sur une usine de fabrication de missiles russe, là, tout récemment, sur l'aéroport de Koursk et sur un dépôt de munitions où il y avait des missiles nord-coréens à Bryansk, dans la région de Bryansk, voisine de l'Ukraine. Donc ça a un impact général tout de même. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais alors pour revenir, faire suite à ce que disait M. Colosimo, je crois qu'il faut, avec le recul, on comprend que la politique américaine de M. Biden, c'était je ne veux pas que les Ukrainiens perdent. Mais je ne voudrais pas que les Russes soient déstabilisés à un point tel que ça devienne le chaos chez eux et que la situation devienne incontrôlable en Russie. Je crois que ça a été dans l'idée des Américains, de M. Biden, depuis le début, ce qui explique le trop peu, trop tard à chaque fois. Vous voyez, à chaque fois on suit l'escalade, mais une marche en dessous.
Ce qui fait que ce sont les Ukrainiens, effectivement, qui payent la note et qui payent notre timidité ou notre... Parce qu'après tout, les Occidentaux avaient garanti en 91 puis en 94 l'intégrité du territoire de l'Ukraine et on avait même échangé cette garantie en 94 contre le désarmement nucléaire. Aujourd'hui, si l'Ukraine veut être garantie d'autres prédations de la Russie, c'est soit elle devient nucléaire, soit elle appartient à l'OTAN. Autrement, on ne s'en sortira pas. Soit elle se fond dans la Russie, soit elle est absorbée à la Russie, ce qui pourrait bien être malheureusement la solution. Voilà. Une Ukraine neutralisée, réduite sur son territoire, à genoux. On va revenir justement sur les différents scénarios possibles. Un mot tout de même, je vais retrouver notre correspondant Gulliver. Est-ce que justement les Ukrainiens ont l'impression aujourd'hui qu'il y a une internationalisation de ce conflit lorsqu'on parle de ces troupes nord-coréennes en Russie, on parle maintenant des Houthis du Yémen, ça renforce ce concept de guerre contre l'Occident. Qu'en disent-ils ? En fait, l'une des choses qu'on pourrait dire que la Russie et l'Ukraine ont en commun, c'est que dès le début de ce conflit, ils le parlent comme d'un conflit international. Les Russes, parce que Vladimir Poutine pense qu'il est en guerre contre l'Occident, contre l'OTAN, et les Ukrainiens parce qu'ils pensent que la Russie pose un risque pour la sécurité de l'Europe en général et pour l'ordre mondial au sens plus large. Et pour appuyer leurs arguments, pourquoi les Alliés doivent donner plus d'armes, toujours ils disent parce que ce n'est pas juste nous qui sommes concernés, c'est vous aussi, nous on est en train de vous défendre. Donc l'internationalisation, je pense que ça a lieu depuis longtemps. Il y a aussi des soldats étrangers qui combattent en Ukraine, notamment des Colombiens, des Sud-Américains. Il y a eu toute une vague au début, en 2022, de volontaires qui sont venus. Après, c'est plus des gens qui ont été employés par l'armée ukrainienne, qui sont peut-être aussi juste venus à cause des salaires. Je voulais rebondir sur ce que le général disait avant, sur la politique de Biden qui a été de ne pas laisser la Russie gagner, mais de ne pas laisser la Russie perdre tellement non plus que ce serait le chaos chez eux. Et là, je pense que quelque part, les Ukrainiens, évidemment, sont très, très amers à cause de ça. Ils le voient très bien. Et il y a beaucoup de critiques envers Joe Biden en ce moment en Ukraine. Mais de l'autre côté, je me souviens en septembre 2022, quand les Ukrainiens étaient en train de gagner, quand ils avaient repris une grande partie de la région de Kharkiv, à ce moment-là, on trouvait quand même des gens en Ukraine qui avaient peur que Poutine ait recours à l'arme nucléaire, en disant, s'il est complètement désespéré, s'il est suicidaire, qu'est-ce qu'il fera ? Et peut-être que Joe Biden avait ça en tête aussi, et que l'idée de laisser l'Ukraine gagner, mais lentement, et de ne pas laisser la Russie s'effondrer, en termes du risque nucléaire, ça avait un certain sens. Le problème, c'est que maintenant, on n'est pas dans une situation où l'Ukraine n'a pas perdu, mais la Russie n'a pas complètement perdu non plus. On est dans une situation où il y a un vrai risque que l'Ukraine perde et que l'Ukraine perde totalement. S'il n'y a pas un grand changement maintenant dans la politique, que ce soit de l'Ukraine aussi en elle-même, en interne, mais surtout aussi en termes du soutien occidental. Hélène Conway, vous pouvez revenir. Peut-être que cette peur du nucléaire, c'est peut-être ça qui a rendu l'Occident, entre guillemets, frileux du côté ukrainien pour justement soutenir les Ukrainiens ? Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas ce qui était dans la tête du président Biden. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, depuis le début, il manque une vision de ce que nous voulions ou de ce que nous pouvions, peut-être nous aussi Européens, avec une prise de conscience quand même assez brutale de notre incapacité à peser comme nous l'aurions aimé, avec une Europe qui a passé 70 ans en paix, qui a passé 70 ans à se désarmer en se disant que de toute façon, il n'y aura plus de guerre. Voilà, il n'y aura plus de guerre. Une France qui a fait des efforts, le Royaume-Uni également, mais l'ensemble des partenaires européens aujourd'hui n'est pas en capacité d'aider. Donc, de fait, nous avons été complètement dans le suivisme de la politique américaine qui, pour moi, n'était absolument pas claire. En effet, ils ne voulaient pas que l'Ukraine perdre, mais je ne sais pas s'il s'inquiétait d'une déstabilisation du président Poutine. Sincèrement, je ne sais pas. Oui. Voilà, parce que si le président Poutine avait utilisé l'arme nucléaire, en face, elles existent également. Donc, je crois que tout le monde était perdant et je ne pense pas que le président Poutine ait joué à ce jeu-là parce que
il a quand même l'OTAN de l'autre côté. Oui, mais ce chantage au nucléaire... Vous avez raison. Poutine a inventé un nouveau mode d'action qui est la menace d'emploi du nucléaire, le chantage nucléaire. C'est la dissuasion, ça s'appelle la contre dissuasion. Contre un État qui n'est pas doté. Voilà. C'est la première fois. Alors que dans la conception traditionnelle, c'était pour défendre les intérêts vitaux des pays qu'on pouvait utiliser ça. La Russie n'est absolument pas dans ce cas-là. Ce qui veut dire que ce chantage nucléaire est du bluff tant que la Russie n'est tellement déstabilisée et Poutine menacé qu'il devient suicidaire. À ce moment-là, on pense tous que Hitler aurait appuyé sur le bouton s'il l'avait eu en 1945. Donc c'est ça le seul cas, le scénario plausible d'emploi du nucléaire, c'est celui-là. C'est un cas suicidaire, si vous voulez. Jean-François Colosimo, vous êtes d'accord? Ou est-ce que ce chantage au nucléaire... Moi, je pense que dans la doctrine qu'on appelle Primakov-Gerasimov, qui date quand même de l'époque de Yeltsin, donc il n'y a pas que Poutine, les Russes, dans leur concept de guerre hybride, ont introduit la possibilité hypothétique, mais tout de même, de frappe nucléaire tactique. C'est ça, c'est-à-dire de destruction. Mais ils viennent de changer la doctrine nucléaire, là, ils ont abaissé le seuil. Hein. Voilà. Et deuxièmement, je pense que depuis le départ dans cette guerre, effectivement, on ne voit pas que la doctrine nucléaire, globalement, est en train de se modifier, que nous le voulions ou non. C'est comme ça. Avec une utilisation plus large. Par exemple, en cas de drone, autrefois, c'était une utilisation du nucléaire si la Russie était attaquée nucléairement. Voilà. Aujourd'hui, c'est s'il y a une attaque conventionnelle et même une attaque de drone. Mais ce qu'on peut dire, pour résumer tout ça, parce que tout ça, c'est du bruit. Alors, c'est vrai, il y a une menace. La Russie, en effet, a énormément de missiles nucléaires tactiques. Elle en a des milliers. On n'a pas envie de jouer à ce jeu-là. Mais quand même, on voit bien que dans la démarche de Poutine, là, c'est vraiment de la communication. Parce que le missile qu'il a envoyé, là, c'est de la communication. Bien sûr, c'est de la com. C'est Oryeshnik, le noisetier qu'il a envoyé sur la ville de Dnipro, au centre de l'Ukraine. Eh bien, ils n'en ont pas. C'est un missile. Il a dit c'est un tir expérimental. Ensuite, il a réuni les directeurs de la défense, des industries de défense, et il a dit il faut qu'on en fabrique comme des petits pains. Donc, s'il leur dit ça veut dire qu'ils n'en ont pas. Alors, je suppose qu'il a d'autres vecteurs. C'est pas ça le problème. Ce que je veux dire, c'est que, et même la doctrine nucléaire aussi, c'est de la com. Hein. C'est purement de la com. On est d'accord. Medvedev est envoyé par Poutine pour aboyer le fameux Medvedev dont certains Européens pensaient à une époque qu'il était l'homme fréquentable, n'est-ce pas, et l'espoir de la démocratie en Russie. Bon, on a vu quelle espèce de, je dirais, de... Ça a changé la perception. Vraiment de pitbull alcoolisé qu'il est, en fait, pour dire la vérité. Mais, bien sûr, je suis d'accord avec Marie Gégaud. Il ne faut pas prendre ça trop au sérieux, parce que d'abord, Poutine, son cerveau reptilien, c'est celui de la guerre froide. C'est là-dedans qu'il a été éduqué. Et dans la guerre froide, c'est très simple. Le nucléaire n'existe que pour la dissuasion et pour rien d'autre. Deuxièmement, ensuite, il joue malgré tout. Mais ce qu'on a vu, c'est que chaque fois qu'il a mis des lignes rouges, quand finalement le camp occidental s'est résolu à passer ces lignes rouges, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien du tout. Mais il n'a pas osé le faire, justement. Non, mais rien du tout. Alors là, il y a une accélération parce qu'il va falloir aller à la table de négociation. Trump est là, etc. L'accélération, c'est Trump. Mais oui, bien sûr. Et donc, comme il faut aller à la table de négociation, effectivement, là, je suis d'accord avec Madame la sénatrice, chacun essaie d'arriver à la table de négociation dans la position la plus forte possible. Oui, c'est pour ça que les 2 mois qui viennent vont être quand même très, très intenses et on va frôler certainement des choses. Alors, on va y revenir. Alors, des escalades, il va y en avoir encore. C'est ce qu'il faut comprendre dans l'escalade. Si ce soit des escalades verbales, des escalades réelles, mais il va y en avoir. Ça, il faut bien le comprendre parce que, en fait, encore une fois, surtout parce qu'en plus, et Poutine, malgré tout, qui est un peu plus rationnel que ce qu'on pense, et Zelensky, ils ont compris qu'une chose, comme nous, j'espère aussi, c'est que Trump est imprévisible. Et que, en fait, il favorise le deal, comme il dit, bilatéral, let us cut a deal. Hélène Connoy, juste un mot justement pour en revenir sur cette internationalisation du conflit, puisque vous dites que vous revenez d'Asie. C'est l'ancienne présidente Tsai, taïwanaise, qui a dit aux Américains que c'était plus important d'aider l'Ukraine que Taïwan. Donc on voit bien qu'elle se place quand même dans une optique, finalement l'Ukraine c'est le test global de l'appui américain ou non.
Oui, et puis c'est ce que je disais, mais je ne vais pas me répéter, d'un basculement également, quand même, d'une Russie qui, son identité étant européenne, aujourd'hui est attirée par l'Asie et de fait crée une sorte de déstabilisation et également, et je peux le dire, dans la péninsule coréenne, parce que l'attitude aujourd'hui de la Corée du Nord, qui a besoin de la Russie pour son nucléaire, fait que la Chine est assez inquiète parce qu'elle n'a pas envie d'une nucléarisation de la péninsule coréenne et surtout d'un retour massif des États-Unis qui étaient déjà bien présents, mais avec des ogives et des missiles qui, tous les mois, passent au-dessus du Japon, fait que les Japonais également ont envie d'OTAN au point de vouloir créer et ouvrir un bureau. Enfin, on voit que ce qui se passe en Ukraine a un impact, même si nous avons aujourd'hui des Nord-Coréens sur le sol européen, a un impact également en Asie. Donc là, on se retrouve avec une déstabilisation potentielle d'une région du monde où voilà, les Nord-Coréens jouent leur rôle aujourd'hui de déstabilisation, mais avec une Russie qui joue ce rôle-là de se rapprocher du continent asiatique. Je trouve que c'est l'élément, on n'en parle pas suffisamment, pour moi, qui est le plus important, parce qu'on fait du court terme. On se dit, voilà, le 20 janvier, il va se passer quelque chose d'important. En effet, Trump arrive au pouvoir, va régler tout ça. Mais demain, quel est le jour d'après pour la Russie ? Quelle est la place de la Russie demain, après cette paix qui sera de toute façon établie, et à quel coût ? Dans quelles conditions ? Voilà. Il y a un élément, on peut spéculer, dont M. Trump va devoir tenir compte quand même dans son deal ou son projet de deal, c'est l'exemple. Si les États-Unis ont accepté que par la force militaire, on peut gagner un espace territorial, alors ils peuvent craindre pour Taïwan dans les temps qui suivront. Parce que ça va faire jurisprudence, si vous voulez. Hein. Et les Chinois observent ça avec beaucoup d'attention pour voir jusqu'où ils pourront aller à Taïwan. C'est ce qu'on dit à Taïwan. Je vais réagir, mais un mot. Je sais que Gulliver Krag, notre correspondant, voudrait réagir. Allez-y, Gulliver. Ah non, c'était pas pour réagir à quelque chose qui avait été dit, mais je pourrais commenter sur cette question de l'Asie. Je pense que c'est vraiment une question clé. On pourrait le formuler comme ça. Si l'administration Trump considère que la Russie est déjà complètement dépendante de la Chine et qu'en gros, ce qui est bien pour la Russie est bien pour la Chine et qu'il n'y a aucune chance de faire revenir un petit peu la Russie, jouer la Russie contre la Chine, alors l'Ukraine peut espérer qu'avec un secrétaire d'État comme Marco Rubio, faucon contre la Chine, ils vont décider qu'il ne faut quand même pas laisser la Russie gagner en Ukraine. Si en revanche, les États-Unis sous Trump, sous l'influence peut-être d'Elon Musk, ont un fantasme de pouvoir réduire cette dépendance de la Russie à la Chine en rétablissant en quelque sorte de relations avec la Russie un peu meilleures, alors c'est très dangereux pour l'Ukraine. Marie Gégaud, vous voulez réagir là-dessus ? Oui, je crois que là, on a quand même une petite idée de ce que Trump veut proposer. Il ne s'agit pas de proposer aux Russes de récupérer les 4 régions qu'ils réclament. Alors, la Crimée, on oublie. Mais ce que voudraient faire les Américains... La Crimée, on oublie, déjà vous dites. Enfin, pour le moment, parce que... Pour le moment, oui, personne ne va reconnaître la Crimée russe en l'état des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que le plan qui a été présenté par l'entourage de Trump, c'était de geler les lignes de front. Voilà, de geler la ligne de front. Ensuite, alors il y a un tas de problèmes parce que qui va servir de force d'interposition ? Pas des Américains, nous disent-ils. Voilà, donc voilà, pas des Américains. Pas d'Américains là. Et ensuite, c'est la question donc de Poutine dont les exigences sont quand même maximalistes. C'est-à-dire Poutine, il ne veut pas seulement ces 4 régions et la Crimée, etc. Il veut que le régime de Kiev change. Il veut mettre un suppôt du régime russe à la place. Il ne veut pas du tout de Zelensky. Il veut contrôler l'armée ukrainienne et ses effectifs soient réduits et que son armement ne soit plus du tout celui qui a été le sien pendant tous ces mois-là. Donc il a énormément de revendications. Donc comment il va pouvoir s'entendre avec Trump, tout ça apparaît très très mystérieux. Et comme a dit très justement Gulliver, ça peut tomber d'un côté comme de l'autre. Oui, parce que Marco Rubio, finalement, Jean-François Colosimo, ce que disait d'ailleurs notre correspondant, qui va donc être le futur secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères américain, et lui un hawk, comme on dit, un faucon, donc plus interventionniste, très anti-chinois.
Mike Waltz, qui sera donc dans la même équipe, lui aussi fait plutôt partie des interventionnistes. Donc on a l'impression qu'il risque effectivement d'être contredit. Alors, le personnel, ou l'administration Trump, et tous les gens qu'il a placés, c'est évident qu'on a l'impression d'un monde sous tension, d'antagonisme extrême, parce que les positions des uns et des autres sont vraiment radicalement différentes. Bon, mais il n'empêche qu'à la fin, Trump tranchera. Est-ce qu'il peut, si facilement qu'il pense, avec un agenda où quand même la Chine reste le principal problème, n'est-ce pas? Est-ce qu'il pourra imposer tout ce qu'il voudra à un Poutine qui, lui, va être arc-bouté sur le fait de conserver son pouvoir aussi et de continuer à nuire? C'est ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est qu'il n'y aura pas de paix en Europe tant que Poutine sera au pouvoir à Moscou. C'est une simple chose à dire. Et le deuxième point que je voulais dire, c'était juste une formule suggestive. Poutine, maintenant, nous menace de la troisième guerre mondiale. Mais en fait, avec lui et par la guerre d'Ukraine, c'est une formule, mais je pense qu'elle est suggestive. Nous sommes entrés dans la première guerre mondialisée. Parce que vous voyez bien qu'on n'arrête pas. On passe à Taïwan, on revient, on se demande qu'est-ce qui va se passer en Égypte si les céréales n'arrivent pas, une révolution du pain, etc., l'Iran, etc. Les Coréens qui débarquent du Nord à Moscou et qui vont attaquer l'Ukraine. On voit bien que c'est la première peut-être guerre véritablement où il faut repenser la guerre au sein de la mondialisation, de la globalisation, y compris des échanges économiques. Général Périch, je pourrais en revenir à ce que disait Marie Gégaud justement sur des conditions d'une paix. D'abord, est-ce que c'est vraiment ça serait une capitulation finalement ukrainienne pro-Poutine? Et lorsque Trump, lorsque son équipe, lorsqu'il parle justement d'une zone démilitarisée, ça serait ça, enfin en tout cas une zone gelée avec un contrôle non américain, ça veut dire quoi du côté européen? Est-ce que ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait des troupes? On reparle justement de l'envoi de troupes françaises, britanniques, pourquoi pas allemandes, justement pour maintenir cette paix-là. Ça serait très nouveau, est-ce que ce serait possible? Allemande, non. Allemande, peut-être pas. Allemande, non. Pour autant que j'en sache, l'envoi de militaires européens au stade actuel est envisagé après une négociation de paix et avec une force d'interposition qui serait peut-être pas en premier rideau, mais qui serait en deuxième rideau derrière les Ukrainiens pour garantir que la ligne de front ne bouge plus, si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dire par un scénario un peu à la coréenne. Force d'interposition, européenne Oui, c'est pour une force qui serait là pour garantir la sécurité de l'Ukraine et que la négociation qui aurait abouti à justement un gel de la situation du front ne soit pas modifiée par les Russes unilatéralement, si vous voulez. Un petit peu comme ce qui s'est passé finalement en Corée en 1953. Ouais. Ça veut dire qu'on gèle avec... qu'est-ce qu'on fait de l'Est de l'Ukraine? Enfin, la frontière serait laquelle? La ligne de front actuelle. On gèlerait la ligne de front actuelle. Voilà. Ça veut dire que le Donbass serait le côté russe. Oui, alors, une partie, non pas tout le Donbass, comme n'occupe pas toute la région de Zaporizhzhia, comme ils n'ont pas tout Kherson. On va faire, d'après le plan qui a été présenté Zaporizhzhia, Kherson, ils n'occupent pas beaucoup de terrain. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Hélène Conway, du côté de l'Europe, justement? Il faudrait qu'elle se mobilise. Alors, Marie Gégaud dit les Allemands... Oui, mais les Allemands... Il y a une réunion demain. Réunion demain, importante. Il y en a eu une à Berlin déjà. Alors vous dites, Marie Gégaud, pas de troupes allemandes. Alors la France, a priori, serait investie dans il y aura un groupe de choc avec la France, la Grande-Bretagne. On voit bien aujourd'hui que la France et la Grande-Bretagne sont en pointe, puisqu'elles fournissent les Storm Shadow pour les Britanniques et les Scalp pour nous. C'est la même chose. Et ce sont 2 pays nucléaires. Et ce sont de très importants. Voilà. Et il y aurait les Baltes, il y aurait la Pologne, il y aurait des Scandinaves. On s'en fiche de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est très bien, l'Allemagne aide beaucoup l'Ukraine, mais pour ce qui est de la force d'interposition, vu la position du chancelier Scholz et puis là leur problème interne avec la coalition, les nouvelles élections, ça va probablement être compliqué pour eux. Et la France ? Oui, mais la France est partante. Vous savez, la France est déjà très présente dans les pays baltes, notamment en Estonie, où nous travaillons avec les Anglais et les Estoniens. Et en parlant avec les Estoniens, ils disent, mais le fait d'avoir quelques soldats français sur notre territoire, pour nous, c'est une garantie de sécurité. C'est ça, la garantie. Voilà, et donc force d'interposition, quand vous mettez un peu plus de militaires, c'est encore plus une garantie de sécurité pour ceux qui sont de l'autre côté. Donc, il va falloir mettre des moyens. Hein. Mais nous mais nous sommes déjà présents. Nous assurons la police de l'air dans les pays baltes. Il y a un élément quand même de déstabilisation dont on n'a pas encore parlé, mais c'est pas le même type de guerre, c'est l'ingérence
les ingérences russes, notamment au sein de la population. Aujourd'hui, la résilience des Ukrainiens est extraordinaire. Vous en avez parlé, vous avez dit, voilà, on touche les civils, on atteint le moral des civils, et c'est un élément très important, déterminant dans cette guerre aussi. Gallagher, de tenir. Gulliver, pardon, excusez-moi, Gulliver Cragg. Je voulais juste souligner que s'il y a un gel du conflit, ce sera sur la ligne du front, non pas actuelle au moment où on parle, mais au moment où les négociations se termineront. Et donc, c'est pour ça que même si c'est venu très tard, pour l'Ukraine, c'est très important, ces permissions de tirer sur le sol russe, et aussi les mines antipersonnelles que les États-Unis ont promis de fournir, parce qu'ils ont très peur que ça pourrait être tout le Donbass d'ici fin janvier. C'est vraiment absolument possible. Et donc, les Ukrainiens ont besoin d'essayer de garder si gel il y aura. Et la deuxième chose que je voulais dire, je voulais poser la question aux intervenants. Comment est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine peut être convaincu d'accepter l'envoi d'une telle force de maintien de la paix, ou je ne sais pas comment on va l'appeler? Alors, moi, je vais plus loin. Poutine moi, je vais vous dire, je vais plus loin. Je veux dire, ce schéma du gel suppose que, Poutine va l'accepter et ne va jamais le remettre en question une fois qu'il aura refait ses forces. Et pour l'instant, on n'en est pas sûr. Ça suppose aussi qu'il n'y ait pas aussi, dans la partie restée libre de l'Ukraine, une mutation politique avec un souci de revanche nationaliste qui pourrait être très forte, venue de l'ouest de l'Ukraine, n'est-ce pas? Et troisièmement, ce gel, il fait quand même l'impasse sur un point, c'est l'autodétermination des populations concernées, particulièrement celles qui vont se retrouver. On verra plus tard pour le référendum. On a déjà eu un faux référendum, donc pour le vrai référendum, on verra plus tard. Particulièrement celles qui vont être retrouvées sous le joug russe. Russe, oui, bien sûr. Oui, général Perruche, justement, il pourrait acquiescer Vladimir Poutine, une force d'intervention non américaine? Non, Vladimir Poutine n'acceptera que ce qu'il ne peut pas refuser. C'est-à-dire, il est dans un rapport de force et il ne comprend que la force. Donc, il faut que nous soyons forts le jour où on ira à la négociation. Et donc, ces mines antipersonnelles, ce que disait Mais les mines antipersonnelles servent à retarder la progression de l'armée russe. Oui. Il faut bien voir ça. Tout ce qui est favorable à l'armée ukrainienne en ce moment est bon. Parce que il en faudrait pas beaucoup pour que les Ukrainiens cèdent en ce moment. Tout le monde le dit, mais les gens qui vont sur le front. Donc il faut faire vraiment tous les efforts possibles dans les semaines à venir pour que la Russie n'avance plus. Marie Gégaud, mais elle avance toujours. Et voilà. Oui, elle avance, mais enfin bon, c'est quand même pas non plus... On peut renverser aussi la vapeur en disant, parce qu'on dit, les pauvres Ukrainiens, c'est horrible. Oui, c'est vrai, c'est horrible. À la fois, 3 ans que ces gens tiennent, avec presque rien, face à ce qu'on appelle la deuxième armée du monde, qui leur fait des mille misères. Et ce qu'on dit pas assez, c'est l'état quand même de délabrement dans lequel est la Russie. C'est-à-dire que la situation financière en Russie est mauvaise, le rouble se casse la figure, il y a de l'inflation, il y a des tas de dysfonctionnements, il y a des pénuries de beurre, de lait, il y a une flambée des prix de l'alimentation, donc ça ne va pas bien. Et si la Russie flanche... Vous pensez que ça peut peser, ça, sur les décisions de Poutine? Non, pas sur les décisions de Poutine. C'est ça qui va faire s'écrouler le régime. Comment l'URSS s'est écroulée? Elle s'est écroulée en 3 jours, en 1 semaine, mais ça faisait le verre était dans le fruit. Je crois que à un moment, le système ne peut pas assumer, il ne peut pas assumer une telle dépense, vous voyez, militaire. J'aimerais que la prophétie de Marie Gégaud se réalise, je veux dire, c'est pas que je suis contre, mais je crois malheureusement qu'il reste un appareil oligarchique d'État qui tient vraiment toutes les manettes de pouvoir et qui, jusqu'à maintenant, a exercé une répression féroce contre toute tentative d'opposition. Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que si Poutine tombe, c'est pas par un coup d'État interne, c'est pas un de ses lieutenants qui va venir lui foutre un coup de poignard caché derrière une tenture du Kremlin. Non, et c'est pas une révolte populaire non plus, c'est sûr. La seule, non, c'est sûr. Allez-y, impossible. Impossible. C'est l'écroulement, c'est le. Voilà, c'est le. Il a plus d'argent, il y a plus de force, il y a plus de missiles. Ce qui est déterminant, c'est l'échec de l'armée. Merci. Mais la Corée du Nord et l'Iran, certainement. Merci beaucoup, Général Perruche, Jean-François Colosimo, merci beaucoup, Marie Gégaud, merci Hélène Conway, merci Gulliver Cragg d'avoir été avec nous en direct de Kiev. C'est la fin donc de ce débat que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, également en podcast. À demain.